Igloo, le Mac de l'habitat. Bienvenue dans Igloo, le Mac de l'habitat, avec Cédric Simonin, le maître de cérémonie. Bonjour Cédric. Bonjour Eric. Aujourd'hui, on va accueillir un notaire. Attention. Alors normalement, il va nous parler des précautions à apporter avant de se porter caution. C'est ça. Voilà. Il s'appelle Philippe Cherrier, maître. Bonjour. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Mais avant d'en venir à vous, d'en venir aux mains, j'allais dire, on va parler de l'actualité du petit monde de l'habitat, ou du grand monde de l'habitat, ça dépend des jours. On va parler sous. On va parler de nouvelle loi de finances, puisque j'aimerais vous parler du crédit d'impôt pour la transition énergétique, qui est connu sous le nom de CITE. Donc ce crédit d'impôt est prorogé jusqu'au 31 décembre 2019, c'est la bonne nouvelle. La loi de finances pour 2019 instaure le CITE pour les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, à condition qu'ils viennent en remplacement de parois simple vitrage. Donc ce crédit d'impôt est par ailleurs soumis au plafond spécifique de 670 € par fenêtre, ce qui correspond à un crédit d'impôt de 15%, soit 100 €. Ensuite, les dépenses de pose d'équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables deviennent éligibles. C'est aussi une très bonne nouvelle, ainsi que les dépenses payées pour la dépose d'une cuve à fioul, mais sous condition de ressources. Ce taux de crédit d'impôt est porté à 50% pour la dépose des cuves à fioul, donc exit le fioul, cher Eric. Les dépenses d'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, autres que celles fonctionnant au fioul évidemment, ainsi que les chaudières à micro-cogénération fonctionnant au gaz, demeurent éligibles au CITE, mais dans la limite d'un plafond de 3 350 € par chaudière, correspondant à un crédit d'impôt de 30%, soit 1 000 €. En résumé, voici les trois taux du CITE. Donc, pour les dépenses d'isolation thermique des parois vitrées, c'est 15% du plafond. Pour les cuves à fioul, 50% du plafond. Et autres dépenses éligibles, y compris les dépenses de pose de chauffage, c'est 30% du plafond. Donc, une excellente nouvelle pour les gens qui habitent dans des logements qui ont un petit peu vieilli. Ok, c'est noté. Et ben on aura une autre nouvelle du monde de l'habitat. D'ailleurs, c'est toutes les émissions. C'est toutes les émissions. On commence avec ça. Et on peut dire aussi que s'il y a des questions à poser, si les auditeurs ont envie de poser des questions, eh bien, ils peuvent le faire, évidemment, sur le Facebook Igloo on Air. Et puis, c'est bien de partager aussi toutes les émissions Igloo. C'est la 25e aujourd'hui, déjà, depuis le début de la saison. C'est bien. Et on accueille Philippe Cherrier, maître Cherrier, notaire à Rossheim, installé depuis 1997. Alors, votre étude compte 18 personnes. C'est une étude pluridisciplinaire. Droit de la famille, des affaires et gestion du patrimoine. Voilà ce que vous faites. Et on va parler avec vous des précautions à prendre quand on se porte caution. On a souvent de mauvaises surprises, sans doute. Si on en parle aujourd'hui, c'est que c'est le cas. En tout cas, un acte très dangereux. Oui, puisque se porter caution pour un locataire ou un emprunteur peut s'avérer lourd de conséquences. Risqué plutôt que dangereux, non? Oui, ça peut. Si ça tourne mal, c'est dangereux. Ouais. Donc au départ, c'est risqué. Oui. Bon, merci pour mon introduction, les amis. Donc, j'aime bien les... Donc je reprends... Laissez-moi sur ma lancée. Donc j'étais en train de dire que se porter caution pour un locataire ou un emprunteur peut s'avérer lourd de conséquences, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Nous avons décidé chez Igloo de vous donner quelques conseils pour que tout se passe bien. Première question, maître, y a-t-il déjà plusieurs types de cautionnement? Alors, je ne vais pas répondre directement à la question. Je vais d'abord peut-être donner une petite définition de ce que c'est le cautionnement. Le cautionnement, c'est l'engagement d'une personne qui s'oblige à payer la dette d'une autre personne. Donc, ça peut être la dette d'un locataire ou ça peut être la dette d'un emprunteur vis-à-vis d'une banque. Voilà la définition de ce que c'est. Et on entrevoit déjà le caractère dangereux ou risqué, peu importe, de l'opération, puisque si une personne ne paye pas, c'est à la personne qui s'engage de payer à sa place. Alors effectivement, j'en viens quand même à votre question. Effectivement, il existe plusieurs types de cautionnement. Vous avez le cautionnement simple et le cautionnement solidaire. La différence essentielle entre les deux, c'est que dans le cautionnement simple, vous êtes engagé à partir du moment où le créancier a épuisé ses voies de recours, alors que dans le cautionnement solidaire, le créancier peut vous demander à n'importe quel moment, en cas de défaillance de la personne qui lui doit de l'argent, de payer à la place de celui qui est défaillant. Voilà donc la différence entre les deux. Est-ce qu'il y a des mentions particulières qu'il faut préciser lors d'un acte de cautionnement? Alors l'acte de cautionnement, bien évidemment, et comme c'est un acte, quitte à se répéter, dit risqué, la loi prévoit effectivement des mentions. D'abord, le montant ou l'étendue du cautionnement doit être précisé de façon manuscrite. Donc vous vous engagez et vous dites, voilà, je sous-signais
je m'engage à payer la somme de temps pour le compte de monsieur un tel dans tel et tel cas. Donc une mention manuscrite est obligatoire. Et la mention également qu'il ne faut pas omettre, c'est le montant pour que le cautionnement soit déterminé. Sinon, il est indéterminé, puis vous portez sans limite de montant caution. C'est le cas, par exemple, d'un bail où la loi a quand même posé des limites, mais en tout cas, c'est le risque. Les deux mentions, donc, c'est de dire durée et il faut le faire par écrit. Donc, je prends un engagement un peu pour quelqu'un d'autre, hein, on peut dire ça comme Exactement. ça. Maintenant, comment je peux faire pour m'assurer que mon débiteur est solvable ? Est-ce que j'ai des moyens ? Il faut prendre des renseignements sur lui poser des questions, lui demander comme un bailleur le ferait pour un locataire, des fiches de paye, un état de son patrimoine, et essayer également, puisque c'est un acte qui n'est pas rémunéré, hein, le cautionnement, dans la plupart des cas, c'est un acte gratuit, c'est un acte, j'allais dire, presque amical. Il faut également connaître la personne pour voir si elle est en mesure, tant financièrement que moralement, de respecter ses engagements. C'est souvent dans les familles d'ailleurs qu'on se porte caution, hein. J'imagine, je ne sais pas quel est le pourcentage des cautionnaires qui sont dans la même famille, mais il y a aussi des arnaques qui peuvent se passer dans les familles. C'est souvent là, effectivement, on arrive à des situations dramatiques dans la mesure où les gens ont confiance et ne se posent pas trop la question de la capacité à rembourser de la personne pour laquelle ils se portent caution. Ouais. Et ensuite, ils doivent payer pour cette personne qui est devenue défaillante. Voilà. Donc là, quels seraient les risques ? Et puis comment on pourrait les minimiser ? Alors, les risques, c'est déjà de limiter, comme je disais à l'instant, le montant du cautionnement, également en durée. Il n'y a pas que le montant, il y a également la durée. Pour un bail, par exemple, ça peut être pour la durée du bail et pas pour tous ces renouvellements. Et le risque, c'est d'essayer de limiter son cautionnement également à un cautionnement simple et en essayant de ne pas se porter caution solidaire. Et s'il y a plusieurs cautions, il existe encore une autre différence, c'est que chaque caution, si le cautionnement est solidaire, doit la totalité du montant. Donc le créancier peut s'adresser à n'importe qui. Et dans ce cas de figure, vous payez non seulement pour quelqu'un d'autre, mais vous payez également pour les autres cautions. Donc c'est doublement dangereux. Donc là, on a parlé juste avant là, de vérifier la capacité de la personne pour qui on se porte caution. Maintenant, je pense qu'il faut aussi vérifier que l'engagement pris doit être adapté à mes capacités financières. Alors ça, c'est tellement vrai que lorsque la banque, si c'est un prêt, prête au-delà des capacités financières de l'emprunteur, la jurisprudence la condamne systématiquement et il y a une remise de dette au moins partielle dans la mesure où le professionnel doit s'assurer, c'est-à-dire celui qui prête doit s'assurer que celui qui emprunte, qui n'est par définition a priori pas un professionnel, a la capacité de rembourser. D'accord. Voilà. Maintenant, si on prend le cas d'un couple, hein, l'un des deux fait cet acte de caution, l'autre ne signe pas. Quelles sont les conséquences pour l'un et l'autre ? Alors, tout dépend du contrat de mariage. La réponse est extrêmement simple en matière de séparation de biens. Là, seule est engagée la personne qui signe l'acte de caution. En matière de communauté, c'est un petit peu plus compliqué, mais en fait, les règles sont assez protectrices et ça revient à peu près au même au final. C'est que la personne qui s'engage, si le conjoint ne s'engage pas, ne signe pas, la personne qui s'engage engage ce qu'on appelle ses biens propres, c'est-à-dire les biens qu'il a hérités ou qu'il avait éventuellement avant le mariage, ou ses seuls revenus. Et la communauté n'est pas engagée, donc tout ce qui est économie, tout ce qui appartient au conjoint n'est pas engagé. Donc un acte de cautionnement se fait généralement, très souvent, on va dire, sous seing privé. Quel serait l'avantage de passer par un notaire ? Alors, c'est un acte effectivement qui est souvent pris, comme on le disait à l'instant, dans le cadre d'un contexte familial, et donc il est parfois, les gens s'engagent parfois à la légère. Et l'intérêt de l'acte notarié, justement, c'est d'abord le conseil du notaire, ça c'est le plus important. La formalisation également de tout ce que je viens de vous dire, de tous les conseils que je viens de vous donner. Et également le fait que ces barrières législatives, le notaire les intégrera forcément dans son acte et protégera tant l'emprunteur que le prêteur, que la caution, et essaiera de faire un contrat qui soit équilibré, où chacun y trouve son compte. Ça a un coût ?
Ça a un coût, mais qui n'est en général pas distinct de l'acte principal qui est dressé par le notaire, puisqu'un cautionnement est toujours accessoire à un contrat, soit un contrat de bail, soit un contrat de prêt. Par exemple, pour un contrat de bail, ça équivaut à le fait de rédiger pour le notaire le contrat de bail à peu près 1 mois de loyer. Et pour un contrat de prêt, ça équivaut à peu près à 0,5% du montant de la somme empruntée. En fait, on n'a rien à gagner quand on est cautionnaire, on a juste tout à perdre finalement. Peut-être on fait plaisir en fait voilà, à une personne et c'est un service rendu. C'est un service. Voilà, qui peut s'avérer coûteux. C'est ça. Donc il faut faire bien attention. Oui, ouais. C'est pour ça qu'on a... On a fait cette là-dessus, émission hein. et d'ailleurs on va la résumer en 30 secondes. Qu'est-ce qu'on s'est dit aujourd'hui? Quelles sont les précautions à prendre donc quand on se porte caution? Ne vous engagez pas à la légère. Portez-vous caution en fonction de la personne que vous garantissez et fixez des limites à votre cautionnement. Et là on est tranquille, Voilà. a priori. En étant Voilà. passé chez le notaire en plus. C'est mieux. Voilà. Maître Cherrier, merci beaucoup. Quelque chose me dit que vous allez revenir bientôt dans cette émission. Je ne sais pas pourquoi, une intuition comme ça. Merci Cédric Simonin. Merci Eric. À très bientôt dans Igloo. Igloo on Air, c'est sur Facebook, sur topmusic.fr en intégralité, bien entendu. Cette émission, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, évidemment. On la retrouve aussi sur le site de Trianon Résidence, dont vous êtes le patron, Cédric Simonin. Tout à Merci fait. beaucoup. Merci, maître. Merci. À très Merci à bientôt. vous. Au revoir À et bientôt. bonne soirée.